Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Dans la science-fiction, beaucoup d'artistes ont utilisé la figure de l'extraterrestre pour mettre en lumière les comportements xénophobes des humains et comment ceux-ci gèrent l'altérité. Le plus connu étant District 9 de Neil Blomkamp, qui rappelle évidemment l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Et pour cause, le terme alien, on l'a déjà vu, veut littéralement dire autre ou étranger. Donc les aliens s'avèrent être un bon support pour explorer nos comportements face à l'altérité et face à d'autres cultures. Ces récits, qu'ils abordent des problèmes linguistiques, culturels ou technologiques, sonnent un peu comme des avertissements sur les défis auxquels nous sommes confrontés dans nos relations interculturelles sur Terre. Et on va voir en quoi certaines figures extraterrestres sont révélatrices de nos préjugés culturels. C'est parti pour le troisième et le dernier épisode sur les aliens. L'univers foisonnant de la science-fiction avec ses multiples représentations d'extraterrestres agit comme une formidable exposition à la diversité culturelle. À chaque livre, chaque film, chaque BD de SF, on est susceptible de faire face à des extraterrestres. Et chacune de ces représentations peut agir comme une fenêtre ouverte sur un monde culturel distinct avec ses propres langues, ses propres traditions et ses propres codes sociaux. Plein d'espèces aliens ont été inspirées d'ailleurs de cultures humaines comme les Na'vi avec la culture amérindienne et plus récemment la culture maori avec Avatar 2. Qui sait ce que James Cameron va nous réserver dans le 3 et dans les suivants aussi. Mais on peut aussi penser aux Ewoks dans Star Wars dont la culture est basée sur des convictions animistes par exemple, ou encore à Yoda dont la sagesse est très imprégnée des cultures bouddhistes et taoïstes. Le problème avec ces représentations, malheureusement, c'est que ça peut vite tourner à la caricature, comme dans Avatar, et justement, je trouve que c'est dans ce sens que la figure de l'extraterrestre est révélatrice de nos préjugés et de nos préférences culturelles. Et peut-être, pourquoi pas, les aliens sont susceptibles de nous aider à dépasser ces stéréotypes et ouvrir notre esprit. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, la figure extraterrestre est empreinte de codes occidentaux, donc forcément les normes, les valeurs et les préjugés qu'on va mentionner vont beaucoup relever d'une vision occidentale. Et donc pour commencer, j'ai remarqué à quel point les civilisations extraterrestres pouvaient mettre en lumière une approche paternaliste typique des cultures occidentales et capitalistes de la part donc des humains. Très vite fait, le paternalisme c'est quoi ? C'est une attitude, une personne ou une autorité qui adopte un rôle parental envers une autre, supposée donc moins compétente, et cette posture elle a tendance à entraîner un contrôle basé sur l'idée que la personne en position de pouvoir sait mieux ce qui est bon pour ceux qu'elle considère comme étant sous sa protection. Et je sais pas pourquoi cette scène m'est restée, mais dans Star Trek Into Darkness de 2013, attention, grosse ref, au début du film, il y a l'équipage de l'USS Enterprise qui sauve un peuple clairement tribal et primitif, d'une éruption volcanique je crois. Mais en fait, l'équipage il va quitter la planète avec le vaisseau sous les yeux du peuple, donc, et en fait le peuple voit le vaisseau alors que c'était pas du tout censé arriver. Parce qu'en gros, du fait de la violation de la directive première, je cite, qui interdit à la Fédération des Planètes Unies d'interférer dans le développement des autres espèces tant qu'elles n'ont pas atteint par leurs propres moyens la maîtrise de la technologie du voyage supraluminique, je ferme les guillemets, la tribu commence à percevoir le vaisseau comme une nouvelle divinité et l'équipage de l'USS Enterprise a fait une grosse bêtise parce qu'ils n'étaient pas censés se montrer. Déjà, rien que l'existence de la directive première dans Star Trek qui dit qu'on ne doit pas intervenir dans le développement des autres espèces avant leur maîtrise du voyage spatial, je la trouve ultra révélatrice de notre posture paternaliste et c'est la banaliser en fait selon moi. Donc oui, dans le film, l'équipage sauve le peuple d'une potentielle extermination, mais tout de même dans les faits, justement l'application de cette directive montre que les civilisations aliens sont considérées comme étant incapables de gérer leur propre destinée, comme si la Fédération savait mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Et dans cette scène, l'idée va même au-delà du paternalisme parce que les membres de l'équipage ne sont plus uniquement vus comme des pères, mais des dieux, parce que le peuple primitif entre guillemets va les déifier. Donc déjà c'est un premier point, une première remarque en fait que j'ai remarqué et notamment avec cette scène dans Star Trek, je sais pas pourquoi qui m'a marqué. Ça me permet de rebondir sur les préférences culturelles que révèlent certaines espèces extraterrestres aussi, toujours d'un point de vue majoritairement occidental.
Selon les valeurs de la culture occidentale qui prônent énormément l'innovation et le progrès, l'humanité dans les œuvres de SF va souvent considérer les peuples aliens sans technologie comme retardés. Et juste parce que ces civilisations ne répondent pas à cette quête d'innovation et de progrès, sont perçues comme non intelligentes en fait. D'où le fait qu'il faut intervenir, les aider, les accompagner parce que on sait mieux qu'elles, soi-disant. En effet, dans beaucoup d'œuvres, l'humanité s'allie à des espèces aliens très avancées technologiquement, avec un grand sens de l'innovation, et on la voit beaucoup moins s'allier à des espèces plus primitives qui ne courent pas après l'innovation et qui se contentent de ce que leur offre leur planète. Je pense à la Fédération des Planètes Unies, donc dans Star Trek, la Capitale dans Mass Effect ou encore la République Galactique dans Star Wars, où on a tendance à voir que toute espèce qui refuse le développement technologique et ou la conquête spatiale sont indignes de présider, d'être représentées et d'apporter leur vision sur les décisions liées à la galaxie dont elles font pourtant partie. On voit que seules les espèces ultra intelligentes, parce que tournées vers le progrès, sont dignes d'avoir un tel statut. Pas conçu pour de telles températures. Capitaine, est-ce que des formes de vie indigènes vous ont vu? Oh, monsieur Spock, aucune. On ne doit pas influer sur l'évolution intrinsèque d'une civilisation étrangère. La directive première est formelle. C'est bien pour ça que je cavale dans la jungle, dans ce déguisement. Allez-y, larguez votre super glaçon magique et on rentre. Terminé. C'est bon. Vous avez entendu? Félicitations, Spock. Vous avez sauvé le monde. Vous avez enfreint la directive première. Oh, c'est bon, Spock. Ils nous ont vus. Pas de quoi hurler. Donc voilà un autre point que j'ai remarqué dans les œuvres de SF, et la manière dont sont dépeints les extraterrestres également révèle nos préférences culturelles, ce qu'on accepte en fait de l'altérité ou non. Par exemple, dans Star Trek, je sais pas pourquoi je parle que de Star Trek, vraiment c'est toujours le premier truc qui me vient actuellement, je dois être biaisée. Les Vulcains, en plus de ressembler aux humains, sont des êtres d'une extrême intelligence, dépourvus d'émotions, ce qui en font des partenaires loyaux. Et voilà, l'intelligence, la gestion des émotions et la maîtrise de soi sont des valeurs très très valorisées dans la plupart des cultures. Donc forcément, dans les récits de SF, on va retrouver beaucoup d'aliens ayant ce type de qualité du côté des humains. À l'inverse, les civilisations extraterrestres perçues négativement, celles avec qui on fait souvent la guerre d'ailleurs, sont caractérisées par des valeurs ou des images que nous rejetons. C'est pas pour rien que la plupart des méchants aliens sont des insectoïdes, comme dans la stratégie Ender avec les Doryphores, les arachnides dans Starship Troopers, les Géonosiens dans Star Wars. Bref, on voit que la représentation des extraterrestres met justement en lumière nos préférences culturelles dans nos cultures occidentales, dans ce cas-là, parce que oui, dans nos cultures, les insectes sont des objets perçus négativement, alors que par exemple dans la culture des Indiens Hopi, les insectes sont des créatures très très valorisées et très importantes de leur mythologie, et peut-être que si on leur demandait de décrire une espèce extraterrestre intelligente et bénéfique pour l'humanité, ils auraient peut-être tendance à la représenter avec des traits insectoïdes, parce que pour eux ce sont des références positives. Et waouh, en disant ça, je viens de penser aussi aux Zorgons dans Zathura. je sais pas si vous avez la ref, mais genre en gros c'est des gros reptiles dégueulasses, enfin c'est des méchants quoi. Et pareil, les reptiles, tout ça, c'est une image assez négative dans les cultures en tout cas occidentales, avec les reptiliens et tout, genre c'est un danger. Donc du coup ça me fait penser à ça. D'ailleurs, je sais pas qui aura la ref, mais la scène du Zorgon qui monte dans l'escalier m'a trauma quand j'étais gamine. Donc voilà, déjà quelques éléments qui me font dire que la figure de l'alien pointe du doigt nos préférences culturelles et de la même manière nos tendances parfois méprisantes pour les peuples considérés comme moins avancés entre guillemets, ou qui présentent des caractéristiques, des objets, des images négatives, en tout cas selon nos références culturelles. Quand on pense extraterrestre, on pense souvent invasion extraterrestre, qui veut littéralement dire l'invasion de l'autre, de l'étranger. Et quand on pense à ça et qu'on s'attarde un petit peu dessus, je sais pas vous, mais moi je pense colonisation. Et justement, je trouve qu'articuler le sujet de la colonisation autour de la figure de l'extraterrestre peut être pertinent pour plusieurs raisons, et ça a beaucoup été fait. Déjà, je trouve que ça peut être une manière de mettre en lumière l'histoire coloniale de la Terre, parce que les parallèles entre la colonisation humaine et les récits fictifs de colonisation extraterrestre peuvent pointer du doigt les conséquences de cette colonisation. L'exemple, encore une fois, le plus évident, c'est le film District 9 de Neil Blomkamp, où les extraterrestres sont relégués à des zones isolées, ce qui reproduit les mécanismes de ségrégation et de marginalisation observés dans l'histoire de l'Afrique du Sud.
De ce fait, ça peut susciter une réflexion critique sur le passé et le présent, mais même au-delà. Et c'est là mon deuxième point, utiliser l'alien comme métaphore pour explorer le sujet de la colonisation peut permettre d'élargir notre perspective au-delà des contextes historique, dans le sens où ça peut sonner comme un avertissement futur concernant notamment la conquête et l'exploration spatiale. Et c'est-à-dire que plutôt que ce soit l'humanité qui soit colonisée, c'est elle-même, en explorant et conquérant les terres comme Christophe Colomb, qui est susceptible de coloniser de nouvelles civilisations extraterrestres et de reproduire les mêmes erreurs. Donc pour moi, ces récits-là, ils peuvent justement susciter une réflexion sur les implications éthiques de l'exploration spatiale, en mettant en évidence la nécessité de considérer les droits d'éventuelles formes de vie extraterrestres, mais aussi de la diversité culturelle et surtout de la responsabilité morale et éthique de la conquête spatiale. Et troisièmement, je trouve qu'avec des récits d'invasion extraterrestre, on peut adopter un angle nouveau sur la colonisation et notamment en mettant l'humanité entière dans le même panier comme civilisation colonisée dans son entièreté. Plus globalement, je trouve que ces récits proposent une réflexion sur les dynamiques de pouvoir, mais aussi d'exploitation, parce qu'en effet, les extraterrestres étant très souvent technologiquement avancés, ils représentent une force supérieure à nous. Et donc cette inversion des rôles traditionnels, assez provocatrice, où les peuples non colonisés deviennent les sujets de la colonisation, servent à remettre en question la nature même du pouvoir et de la domination face à des peuples plus vulnérables. Et dans ce sens, ça peut favoriser une prise de conscience des complexités liées à la colonisation. Je pars un petit peu en steak, mais bref, là je fais clairement référence à la guerre des mondes, Mars Attack, Independence Day, il y en a une flopée, et voilà, on n'oublie pas que ces récits, ils ont pour but d'offrir une expérience immersive et en créant justement un espace d'immersion et de réflexion, peut-être que ça peut encourager une compréhension collective de l'histoire coloniale, voire idéalement favoriser une certaine empathie. Comment ? Justement, en mettant l'humanité entière et y compris les peuples non colonisés à la place de peuples colonisés par les extraterrestres. Et pour revenir en fait sur cette réflexion sur les dynamiques de pouvoir, et malgré tout, ce que je trouve intéressant avec l'œuvre de Neil Blomkamp dans District 9, c'est que même lorsque la civilisation étrangère, donc la civilisation extraterrestre, a l'ascendant technologique sur nous, c'est-à-dire que c'est eux qui viennent avec leurs vaisseaux incroyables sur notre Terre, et qu'ils ont du coup un pouvoir supérieur, malgré tout ça, c'est nous, humains, qui venons encore ségréguer cette civilisation et l'exploiter. Alors que dans l'histoire de l'humanité, l'histoire coloniale sur Terre, très souvent, c'était le peuple qui avait l'ascendant technologique qui allait exploiter le peuple qui était moins avancé technologiquement. Et dans District 9, c'est totalement tout l'inverse. Et donc ça propose encore un angle nouveau, je trouve, sur cette question du colonialisme. Donc voilà, c'est absolument à voir. Et enfin, un dernier rôle de l'invasion extraterrestre, c'est un rôle unificateur selon moi. Donc dans les récits de SF, cette invasion, elle va pousser les humains vers un objectif commun, à savoir comprendre une intelligence venue d'ailleurs et s'en défendre. Un tel objectif partagé pourrait temporairement apaiser les divisions entre les peuples terrestres et pourquoi pas encourager la coopération internationale, comme dans Premier Contact, où les 12 vaisseaux extraterrestres sont répartis sur tout le globe. Cela nous permet de comprendre aussi comment l'humanité coopérerait sous une menace internationale. Mais non seulement l'invasion crée un objectif commun, mais une identité commune aussi. Et c'est-à-dire que les autres groupes, qu'on appelle en psychologie sociale les exogroupes, deviennent notre endogroupe, c'est-à-dire notre groupe d'appartenance, qui est donc l'humanité. Et en fait, les différences entre les diverses cultures et nations de la Terre pourraient sembler beaucoup moins significatives sous une telle menace, et peut-être que, pourquoi pas, ça peut aider à effacer les frontières culturelles, les croyances et les préjugés xénophobes entre nous humains. La limite, bien évidemment, c'est qu'il y aura toujours un exogroupe, des exoplanètes, des exoespèces, et étant donné l'absence de preuves de l'existence de vie extraterrestre, toute discussion reste théorique. Et pour ça, la science-fiction, je le rappelle, c'est une alliée visionnaire qui nous permet d'expérimenter l'altérité, la diversité et nos propres préjugés. Bref, l'ASF est pour moi un excellent laboratoire de réflexion culturelle. En explorant les scénarios hypothétiques impliquant des extraterrestres, la science-fiction permet d'examiner comment les sociétés humaines perçoivent la différence, mais permet aussi de remettre en question les normes culturelles établies et d'envisager des formes alternatives de vie et de société. Le scénario de l'invasion extraterrestre peut, pour moi, permettre de critiquer les dynamiques
coloniale d'une manière très détachée de la réalité terrestre. Et pour moi, ça encourage une réflexion déjà sur l'impérialisme, l'exploitation des ressources, les conflits interculturels bien sûr, mais aussi la résistance à l'oppression, etc., etc. On a vu aussi dans ces 3 derniers épisodes que les aliens qui ressemblent à des petits hommes verts, des plantes, des bactéries ou des poulpes sont pour moi des métaphores, des miroirs de toutes les espèces sur Terre, des différences physiques, biologiques, culturelles, communicationnelles et j'en passe. Et avec cette figure de l'extraterrestre, j'ai dans l'espoir que la science-fiction elle permette au moins aux gens de remettre en question leurs propres idées préconçues quand ils sont immergés dans un récit mettant en scène des aliens. Pour ça, évidemment, il faut que ça soit bien fait. Et surtout, je ne dis pas que pour développer notre intelligence culturelle, on va dire, il suffit de s'évader dans des univers de SF. Le mieux, c'est de s'exposer concrètement si c'est possible, mais peut-être qu'au moins, l'ASF peut ouvrir notre esprit sur la diversité culturelle et plus métaphoriquement, les rapports que l'on entretient entre nous, êtres humains, sur notre petite planète Terre. J'espère que ce triptyque sur les extraterrestres vous a plu. Ça finit un peu sur un truc brouillon, hein, je pense qu'on est d'accord. En fait, j'ai vraiment eu du mal à écrire cet épisode parce que déjà, j'ai rien trouvé là-dessus, en vrai. Du coup, c'était compliqué d'écrire, mais voilà, parce qu'en fait, je fais des ébauches avec vous. Hein. Je prétends pas créer ou inventer des trucs ultra solides. Je m'interroge avec vous, je crée des réflexions, je sais pas trop où je vais, mais voilà, je remarque certaines choses et je vous les partage. Et justement, c'est en parlant, en discutant, en lisant vos avis et vos retours que les épisodes prennent tout leur sens parce que, voilà, on réfléchit ensemble. Donc, d'ailleurs, petit disclaimer, mais en fait, non, c'est pas un disclaimer, bref. Pour l'instant, je parle beaucoup toute seule sur ce podcast, mais j'ai vraiment pour projet d'inviter des gens, de vraiment développer cette idée un peu d'échange avec vous et que ça se limite évidemment pas qu'à des messages en privé ou sur les plateformes. Donc, voilà, c'était juste pour vous prévenir pour cette nouvelle année, les projets qui arrivent. Évidemment, je vous réserve plein d'autres sujets très loin des aliens et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. J'espère que celui-là n'a pas trop été complicado. Dans tous les cas, si vous avez des questions, des trucs, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, je suis tout oui. Bref, je vous souhaite une très belle année aussi et prenez soin de vous et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut!